Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette leçon. Voilà, petite formule de bienvenue comme d'habitude pour cette fois-ci la leçon 14. Bon, on va pas voir la leçon 14 tout de suite parce qu'on en a pas mal quand même avant, qui serait bien qu'on regarde un peu parce que bah voilà, il y a eu pas mal d'informations données, mais faut qu'on digère, faut qu'on puisse voilà, reprendre tout ça. Attendez, voir, j'enlève juste, voilà, tac. Oui, il faut qu'on puisse recevoir toutes ces informations et les intégrer. Vous verrez qu'à la fin de la leçon 14, je vous le présente déjà, mais on le verra ensuite, vous avez l'annexe du commentaire de Chucky Chakpa. Vous vous souvenez que je vous ai dit la dernière fois, pour une fois je me souviens de ce que je vous ai dit, c'est quand même pas mal, je fais des progrès, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, Dominique est très contente parce qu'elle connaît mes amnésies, donc, pas qu'elle d'ailleurs. Donc, non, je vous parlais des fameux tsikgel, c'est-à-dire des commentaires qui sont en fait construits autour du commentaire des paroles même d'une strophe, d'une choloka, avec l'idée qu'en fait le commentaire remplit les trous. Bon, c'est pas très beau de le dire comme ça, mais disons les vides laissés par le côté extrêmement concis de la langue tibétaine qui nous permet de faire des formes, oui, bah, je ne sais pas trop comment vous le dire autrement, des formes très concentrées, très sous-entendues, et qui en fait sont souvent des formules en elles-mêmes, bref. Donc ça vaut la peine d'essayer de trouver un gel. Et en regardant plus attentivement le commentaire de donc Chucky Chakpa, dont je vous avais déjà parlé, il y a beaucoup de commentaires hein, des 37 pratiques. Eh bien, il me semble que justement, le commentaire de Chucky Chakpa correspond à un fameux Tsigdel. C'est pour ça que je vous ai mis à la fin l'annexe commentaire de Chucky Chakpa avec le commentaire qu'il fait de la strophe 11, quoi de la strophe, de la 11e pratique, qui nous permet de voir de phrase en phrase comment il s'y prend pour expliciter le sens de chacune des phrases. Et je me suis dit qu'ensemble, ce serait sympa de Hello Natalia qui nous rejoint. Ce serait sympa de voir ça ensemble. Et je pense que c'est une information intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément tout simple de lire le commentaire, mais en même temps, vous verrez, il n'est pas si compliqué. Donc, ça peut être une approche intéressante. Voilà. Donc, j'espère que vous sautez de joie, que vous n'en pouvez plus, tellement c'est génial. Donc, voilà, et ce serait parfait. Donc, et surtout qu'on phrase Yes. Ok. Donc voilà. Ok, on commence par une prise de refuge parce qu'on n'a toujours pas commencé. Et puis ensuite, quoi, je sais même plus. J'ai récité la prise de refuge ou pas? Non? Merci. Vous voyez, j'ai des amnésies extraordinaires. Alors, Sangye Chö Tang Tsoge Cho Nam La Chang Chum Parotu Dani Kyapsuchi. Dage Jin Tsoge Pe Sunam Ki Drola Pinchir Sangye Dru Paraisho. Donc voilà. Euh, ouais. Donc, cette leçon 14 qui nous amène à la 11e pratique, l'esprit d'éveil relatif. Donc, de ce fait-là, du fait de ce commentaire, extrait de commentaire, c'est intéressant. Je me dis, bah, tiens, pourquoi pas, peut-être qu'on pourra reprendre de la même manière ce commentaire. C'est un extrait du commentaire, hein. Il dit plus que ça. Mais ça, c'est à mon avis la partie Tsikdel. Tsikdel, donc commentaire des mots des strophes. Voilà, en arrivant à l'esprit d'éveil relatif, on rentre dans une nouvelle partie. Parce qu'on rentre vraiment là cette fois-ci dans la voie des bodhisattvas. C'est pas qu'avant on n'y était pas, mais avant vous vous souvenez, on a vraiment décrit les trois types de voies. D'abord, le véhicule ou plutôt la voie des individus aux capacités moindres, ensuite aux capacités intermédiaires et ensuite aux grandes capacités, les bodhisattvas. Et donc, là, logiquement, une fois qu'il a dit ça, on rentre dans les différents aspects
de l'esprit d'éveil et avec aujourd'hui l'esprit d'éveil relatif. Mais avant, comme chaque fois, on va prendre des strophes, on va dépioter les strophes pour pouvoir vraiment les intégrer le mieux possible. Alors, comme toujours aussi, c'est à vous de choisir la strophe sur laquelle vous avez envie de travailler, tout simplement parce que ça nous donne l'occasion pour vous de la lire ou de la réciter par cœur si vous la connaissez par cœur, et puis pour les autres d'essayer de l'entendre, de la comprendre au moment où elle est lue. Quoi, voilà, bref, les petits exercices qu'on fait à partir de là. Est-ce que quelqu'un se propose de faire le lecteur, la lectrice ou Ouais. Moi, je récitant? veux bien. Eh bien, c'est super, Sylvia. Bravo, Avec merci la beaucoup. neuvième, celle qu'on devait dépioter, comme tu dis, Eh bien, c'est super. aujourd'hui. La neuvième. Donc, la neuvième, ça nous C'est donne... le son 12. c'est leçon 12. C'est parfait. Eh bien, voilà. Eh bien, très bien. Et c'est le chemin moyen des individus excellents. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi j'ai proposé ce titre comme ça. Les individus excellents, on y viendra peut-être. Alors, donc, nous t'écoutons. Là, tu as prise par cœur? Non, pas forcément. Je préfère garder le texte en dessous. Oui, j'ai Bien essayé sûr, à ouais, voir, ouais, ouais, je mais je comprends. préfère garder le texte sous les yeux. Ah, tout à fait. Moi pour l'instant, je laisse les jeunes apprendre ça par cœur avec une facilité déconcertante qui d'ailleurs nous énerve beaucoup, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, pour l'instant, moi, je lis le texte. Voilà. Dominique, copine du chef. Vas-y, Sylvia, on t'écoute. Alors, l'exercice, c'est on écoute la lecture de la strophe et idéalement, tu la reliras, je pense, plusieurs fois. Idéalement, on capte des mots ou des groupes de mots et puis hop, on se dit ah, ça veut dire ça. Hein, c'est l'exercice de restitution pour tout le monde. Ok, on t'écoute, Sylvia, attentivement. Isum dewa, sase silpashin, yutsam chiki, jikpe chechenin, namyang mingyur, tarpe kopangchop, tentu nyerwa, gyalse laglenin. Impeccable, impeccable, très très bien. Donc tu vas la redire pour qu'on puisse vraiment la réécouter et capter les mots, que ça se clarifie dans notre esprit. On t'écoute encore une fois. Isum dewa, sase silpashin, yutsam shinki, jikpe chechenin, namyang mingyur, tarpe kopangchop, tentu nyerwa, gyalse laglenin. Ok, c'est super, non, c'est très bien. Alors, bien sûr, si je gratte un peu, je dirais que ici, tarpa peut être un petit peu plus expiré, des choses comme ça. Mais c'est vraiment des détails. Je trouve que tu as fait attention, on entend le cho, où tu fais vraiment l'effort d'expirer. Donc là, les lectures, ouais, c'est vraiment bien. Non, c'est bien, ça commence à devenir, mais pour vous toutes et tous d'ailleurs, hein, on fait des beaux progrès. Ok, alors, qui a capté quoi? Allez-y, hein, l'idée, on peut, là, on ouvre nos micros et puis on y va. Hein. Si sum dewa. Ça, c'est Dewa, oui. Dewa, très bien. Dewa qui veut dire, Marie-Pierre? le bonheur. Le bonheur, bien sûr. Hein. Si sum dewa. Alors maintenant, si sum dewa, ça dit quelque chose à quelqu'un? Le bonheur des trois mondes. Les trois mondes d'existence. Ouais, le bonheur des trois mondes, le bonheur des trois mondes d'existence. Si sum c'est trois, bien sûr, hein, comme kuncho sum, comme chik ni sum. Donc un 2 3 ça c'est quand même de la base. Donc si sum, maintenant si c'est quoi? C'est un mot particulier en tibétain, si. C'est très particulier, si. Le devenir, ça peut vouloir dire le devenir, hein, si on parle de ce mot-là. Si, le devenir, tout à fait. Mais il y a aussi un autre sens qui fait que c'est assez particulier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas aussi un verbe de possibilité. Yes. Mais oui, Natalia, ouais, ouais, bien sûr. Tu sais qu'on voit ta vignette à ras du nez.
Ah ouais, ben là maintenant on te voit entière. Ouais, ouais, c'est-à-dire que t'es un peu bas dans ta vie. Ça dérange pas, hein, mais en général on le voit parler à partir du nez, comme si t'étais Ah, dans parce un... que je me vois entièrement, donc Tu le vois ça va. entièrement, mais c'est bien ça, heureusement d'ailleurs, hein. Voilà, si tu le voyais plus entièrement, Ouais, si j'ai pas de lunettes, je me vois à moitié, ouais, mais t'imagines. Ok, donc sisum, donc sisum, sipa, effectivement, pour dire le possible. Donc il y a quelque chose d'assez joli quand on y réfléchit 2 secondes, c'est qu'en tibétain, si on dit sipe korlo, eh bien sipe korlo, ça veut dire le cycle du possible, ce qui est quand même assez marrant, je trouve. Sipe korlo, et qui est un- un synonyme de korwa, du samsara, un sipe kollo. Et j'ai entendu, je me rappelle très bien d'un Tibétain, d'un lama, qui utilisait non pas tellement le jeu de mots, mais le synonyme pour vraiment dire, dans le cycle des existences, tout est possible. Donc, korwa nala, hein, kareina, si sigre, tout est possible, il est possible qu'il advienne toutes sortes de choses. Hein. Donc, si, c'est vraiment la notion de sisum, c'est le devenir, c'est donc dans le sens de toutes les possibilités de devenir. Il y a vraiment un double sens qui est très intéressant. Sipasum. Alors là, évidemment, hein, c'est sisum, c'est sipasum. Et sipasum, c'est les trois états, donc sisum dewa, a priori favorables. Quels sont ces sisum en tibétain? Ça vous dit quelque chose? le ciel, la terre et les mondes inférieurs. Ah, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça, c'est une Enfin, triade. je te le dis en français, moi, je le dis pas en tibétain, là. Ouais, 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 mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est une triade qui effectivement existe, très ancienne d'ailleurs. C'est vraiment la notion des cieux, de la surface de la terre et de ce qui est souterrain, hein, tellurique. Mais, Sinon, il y a oui. une autre triade, le monde du désir, le monde de la forme, le monde du sans forme. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une triade qui se rapporte plus à la notion de dewa, ici de bonheur, effectivement. Je pense qu'il est plus juste de penser à celle-là, c'est-à-dire aux trois mondes. Mais on peut aussi, parce que là, ouais, bien que. Le Euh, samsara, Pardon? le samsara, le cycle des existences et le nirvana. Non, 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 c'est pas cette Le, triade-là. Non, c'est pas cette le triade-là. monde des humains, des existences supérieures, dans le cycle des existences, des humains, des dieux et Demi-dieu. Et yes, voilà, voilà, voilà. Hein, ensemble, on est toujours tellement plus intelligents. On a une foule de connaissances qui s'agrègent, c'est merveilleux. Effectivement, Sisum, c'est l'idée des trois mondes d'existence ou des trois états d'existence supérieure. C'est-à-dire, si vous le disiez en tibétain, ça serait quoi? Le monde des humains. Ça serait mi, Ouais. ha, me et ra. Chamin. Je suis pas sûr de demi-dieu, mais Ouais, Chamin pour les demi-dieux. Chamin. ha, me. Chamayin, hein. Chamayin. Et Cha pour les devas. Tout à fait. Parce que c'est les trois états d'existence dans lesquels il y a du bonheur, il y a de la félicité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les autres. Hein. Il peut y en avoir. On voit, hein, les chats. Moi, j'ai des chats. Je peux vous dire qu'il y a des tas de moments de grande félicité. Hein. Quand ils foutent rien du tout et puis qu'ils sont couchés sur le lit, ils ont, a priori, en train d'expérimenter pas mal de bonheur. Bon, quand les croquettes n'arrivent pas assez vite, la souffrance est considérable. Ça, par contre, c'est ça. Mais de ce fait-là, on est pas mal d'êtres qui expérimentons le dewa, c'est-à-dire le bonheur. Mais ce bonheur, justement, il est très conditionné. Hein. Mais clairement, Sisum, c'est pas pour parler du monde des animaux. C'est juste pour dire que les groupes sont pas complètement étanches. Hein. C'est assez poreux, ces catégories. Parce que surtout qu'ici, on parle du dewa. Alors la particularité de ce dewa ici, effectivement, la particularité de ce dewa, c'est quoi? Vous avez entendu quoi ici? Ça, c'est Silpashin.
qui s'évapore très facilement. Alors ça, c'est sûr, tu as raison, Florent. Ça, c'est l'expérience de vie aussi, hein. Tu sais bien que ça s'évapore facilement. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on dit silpashin. Tout à fait. Silpa, c'est un synonyme de pamor. Pamor, le givre, hein. Le givre, là, c'est la rosée. La rosée, le givre, c'est une image qu'on utilise beaucoup. Mais tsa, c'est quoi tsa? L'herbe? L'herbe, L'herbe, absolument. Tsa, tout à fait. Et tse, tse, La pointe, la pointe, la le pointe. sommet, Tout à fait, le sommet. Si vous vouliez dire le sommet de la montagne, vous diriez comment? Ritze, Comment? Redites? Ritze, Oui, Ritze, c'est mot. Ritze. Hein? Mais tout à fait, Ritze, ça marche. Ritze, ça marche. Mais là, on est vraiment... on est dans de la forme contractée, hein, toujours. C'est très résumé, c'est très zippé comme manière d'écrire. Mais Ritsemo, hein, ri, vous avez ri, après un génitif, et puis ensuite vous avez tse, tac, 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 c'est très très moche. Et puis après mo, manaromo, pour le nominalisateur. Ritsemo, le sommet de la montagne. Hein? Voilà. Oui, j'ai pas tellement d'autres exemples. C'est un exemple tellement classique. Ben voilà. Ritsemo, sommet de la montagne. Ok. Et ici, donc on dit qu'à la pointe d'herbe, c'est comme silpa, silpashin. Hein? Dewa detso, gyurgi yorepe, yamana gyurgi yomarepe. Gurgiore, Gyurgi yore. Gur, c'est se transformer. Hein? Gur. C'est pour ça qu'après, on peut avoir l'idée de mingyur. Mingyur. Hein? Mingyur. Mingyur, c'est na gyurwa yomare. Gyurwa yomare. Migyur. Migyur. Takpar degire. Takpar degire. Takpar, ça veut dire tout le temps. Degire, ça veut dire ça restera. Ça restera tout le temps. Hein? Takpa. Takpa, c'est la notion de tout le temps, constant. Comment est-ce que vous dites l'impermanence? Mitakpa, Mi takpa, absolument. Donc mi takpa. Hein? Takpa, c'est qui reste. Mi takpa, c'est qui est impermanent. Donc mingyur, mingyur, mingyur tang takpa, halam chikpare. Hein? C'est presque la même chose. Mingyur, parce que ça ne change pas. Donc, mingyur yina takpare. Ok? Si c'est migyur, migyur yina, takpare. Alors c'est tout le temps. Vous comprenez l'idée? Ouais. Bah, c'est facile en fait. D'accord? Non, mais c'est vrai, quand je vous l'explique, bon, bien sûr, juste le comprendre comme ça, mais quand je vous l'explique, je pense que vous comprenez complètement la logique, c'est pas très compliqué. Bonjour Cathy qui nous rejoint, Fabien aussi, hello, hello, les amis. Donc voilà, faut que je fasse attention de ne pas boire mon thé comme les Tibétains, ils font beaucoup de bruit en buvant le thé, il faut comme ça. Hein. En Occident, ça se fait pas du tout. J'étais très content d'arriver au Tibet. Je me suis dit, enfin, je vais arrêter de me faire engueuler. Donc, Migur, voilà, Migur qui ne change pas. Donc ici, Dewa Detso, Gyurgiure. Takpa Mare. Ok, vous comprenez? Hein? Vous voyez l'idée? Bon, parfait. Ça, c'est vraiment... c'est bien, je pense qu'on exerce aussi cette compréhension à l'intérieur de la strophe, pour pas qu'on soit simplement dans l'idée d'apprendre le mot de vocabulaire, c'est très bien d'apprendre le mot de vocabulaire, ou alors là, Philippe, il a mis alors, le fond d'écran, alors là, avec le Bouddha qui est devenu une montagne derrière, ça c'est quand même très impressionnant. Voilà. Ok, donc c'est bien de dépioter, de décortiquer cette strophe pour petit à petit capter le sens. Ensuite, yutsam, hein, yutsam chiggi, hein, jikpe chochenin.
Jikpe chuchen. Ti, tunda karere. C'est quoi le sens de ça? Tunda karere. Le sens, karere. C'est quoi? Tunda karere. Yutsam chigi. Yutsam? Yutsam, c'est là? Un court instant. Court instant. Yutsam. Yutsam, tsam, ça veut dire juste ça. Par exemple, si vous dites mitsam. Mitsam, ça veut dire juste une existence humaine. Ok? Milu Rinpoche, tang, mitsam. Mitsam, c'est juste une existence humaine. Milu Rinpoche, c'est une précieuse existence humaine. Donc si vous dites tsam, yutsam, c'est juste un moment. Hein? Mitsam, c'est juste un humain. Ok? Bon, ça c'est à apprendre comme ça. Yutsam, juste un instant. Chic, c'est quoi? Un. Absolument. Court. Ouais. Non. Chic, ça veut dire un. Ah oui. Chic, ça veut dire un. Oui, Hein? oui. Si vous vouliez dire, si vous voulez dire 2 courts instants, vous dites quoi? Ouais, mais vous le dites comment en tibétain? 2 courts instants. Nyutsamni. Yutsamni. Tout à fait. Yutsamni. D'ailleurs, c'est pas si facile à prononcer au niveau de l'élocution. Yutsamni. Yutsamni. Faut un peu bosser les mandibules là. Yutsamni. Yutsamni. Ici, Yutsam Shiki, elle nous a dit Sylvia. Et ça, c'est quoi ce Kagegukisaki là? Une particule ergative, non? Et ouais, c'est plus une particule instrumentale, parce que ces personnes ici, c'est juste pour dire que ça, c'est ergatif, c'est réservé pour les personnes. Hein, mais j'entends l'âge pinaille, on est bien d'accord. Mais à part ça, c'est très juste. C'est une particule ergative instrumentale. Mais c'est pour dire que tout ça, donc, a priori, c'est ça le groupe de mots, d'accord? Donc tout ça produit quelque chose, normalement. Qu'est-ce que ça produit? Jikpe. Ouais, mais oui, et Jigpa, c'est quoi? C'est détruire. Oui, détruire. Alors donc on pourrait dire que ça rend, donc on pourrait dire tout ça là, les sisum dewa tsase silpashin, yutsam shiki, jikpe chuchin. Ça veut dire que yutsam shiki, c'est pas c'est pas eux qui font que les choses soient destructibles, mais yutsam shiki, on pourrait dire au cours d'un instant ou en un instant, c'est un peu l'idée que il se passe que avec un court instant, on pourrait dire avec, ou à cause d'un court instant. Bon, bien sûr qu'en français ça marche pas de le dire comme ça, mais c'est pour comprendre le sens de l'ergatif instrumental. On pourrait dire par le biais d'un seul instant, à cause d'un seul instant, grâce à un seul instant, au cours d'un seul instant, c'est pour rendre la notion de Kagegukisaki. Vous comprenez l'idée? Pour dire que ça produit quelque chose. Mais c'est pas que ça produit une disparition, c'est pas ce qu'on veut dire au sens littéral. Mais on veut dire que ça fait que c'est destructible. Ça fait que. Donc, mais il faut quand même qu'on rende l'idée d'une production. L'idée d'une action plutôt. Et donc, ça fait que c'est Jikten Chocheyin. Jikpe Chocheyin. Et Chochen, ça veut dire quoi? Qui possède la caractéristique Yes. Et qui possède la caractéristique de quoi? de Jikpe, donc c'est destructible, caractéristique d'être destructible. Absolument. Et la caractéristique, ici, tu traduis par caractéristique, pourquoi pas? Caractéristique en tibétain, ce serait tsenni, ça serait le mot vraiment pour caractéristique. Mais chen, c'est ce qu'on appelle les dharmin. Et dharmin, ça veut dire les phénomènes. En fait, jikpe et che, ça veut dire quoi?
caractéristique destructrice. C'est plus simple. Jigpeche, ça veut dire un phénomène destructible. Tout simplement. Parce que Jigpa, c'est quelque chose qui peut se détruire. Donc si vous dites, là vous êtes vraiment dans... alors là, on pourrait dire qu'on est dans du classique de chez classique. C'est-à-dire, on est dans le groupe là, hein, si on prend juste ça, on est clairement ici, jusque-là, on est dans le déterminant, et puis là, on est dans le déterminé. Hein. Très clairement. Donc là, c'est notre vraiment... bon, voilà, c'est du génitif de base. Donc, Jigpa, eh bien... ce qui est destructible, et puis Tche, les phénomènes. Donc, c'est donc les phénomènes qui sont déterminés par Jigpa. Donc, c'est des phénomènes destructibles. Hein? Mais ce n'est pas des phénomènes destructeurs, c'est des phénomènes qui ont la qualité d'être transitoires, justement. Et c'est pour ça que toute la phrase, c'est Si sumdewa tsatse silpaishin yutsam tigi jikpe chuchenin. Quand on dit chuchenin, ça veut dire que c'est vraiment la nature des choses qui fait que en un instant ils se détruisent. C'est la nature des choses. Chuchenin, ça veut dire c'est vraiment la nature des phénomènes. C'est comme ça. C'est comme ça que les phénomènes sont. Ils ne sont pas autrement, ils sont comme ça. On n'y peut rien. Du coup, Jean-Marc, s'il te plaît, Oui, le bien sûr, Sylvia. Du tche, du coup, tout seul, Ouais. c'est quoi alors? Alors, Parce que là, ça devient phénomène parce qu'il y a tche, mais si... Tout à fait. Le tche, Alors, qu'est-ce que ça donne alors? ouais, t'as tout à Ça fait veut dire raison. quoi? Ouais, t'as raison. Non, là, il faut râler parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit comme ça. Je râle pas, Non, je plaisante. je m'interroge. Je plaisante, tu me connais bien. Donc, voilà. Donc, ici, on va le faire comme ça. Moi, je vous propose ça, c'est-à-dire Jigpeche. OK? Ça, c'est notre premier groupe. Jigpeche. OK, voilà. Jigpeche, je vais juste... voilà, tac, Jigpeche. Je vais en prendre d'autres. Ouais, et puis je vais faire comme ça. Jigpeche Chen. Ça, c'est mon deuxième groupe, d'accord? Et puis, mon troisième groupe, évidemment, c'est celui-là, d'accord? Donc ça, c'est du tibétain typique, c'est-à-dire, vous faites de l'enchâssement de poupées russes. Ok, c'est toujours un groupe de mots, pris dans un groupe de mots, pris dans un groupe de mots, pris dans un groupe de mots. Évidemment, on aurait pu le faire même pour la syllabe elle-même. Hein. Donc, mais on ne va pas trop loin. Donc, Jigpeche, phénomène destructible. Jigpeche Chen, Chen se rapporte donc à Jigpeche. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. C'est-à-dire que Chen, ça veut dire comme Semchen. C'est-à-dire qu'ici, avec Chen, on est dans l'idée de X, n'importe quoi, plus Chen. Quel que soit le Chen, quelle que soit la chose à gauche. Ok? Donc si c'est Sem Chen, ça veut dire ceux qui possèdent un esprit. Si c'est Jigpeche, ça veut dire ceux qui possèdent la caractéristique d'être Jigpeche. Tu vois l'idée? C'est-à-dire que Chen, c'est toujours qui est doté de, qui possède. Et ça, ça fait partie de 3 particules, d'un groupe de 3. Chen, Ken et Den. Chen, Ken et Den. 3 particules qui ont la fonction, pourrait-on dire, en gros. Là, je ne rentre pas trop dans le détail parce que voilà, il faudrait que je relise pour avoir la précision même. Mais en général, Ken, c'est pour les personnes, parce qu'il y a aussi l'idée d'érudition, mais pas que. Il y a aussi l'idée de quelqu'un qui sait faire quelque chose. Voilà, bon, bref. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'on va rester simple par rapport à ça. On verra les autres dans le contexte si elles se présentent. Mais Tien, c'est vraiment pour faire le rapport avec Sem Tien. Sem Tien, qui possède ou qui est doté d'une conscience, d'un principe conscient. Et de la même manière, on pourrait dire, là on parle de quelque chose qui est doté de quoi? Qui est doté de le phénomène destructible. Il est doté de ça, on pourrait dire. Il est doté de cette qualité qui fait, ou de cette caractéristique qui fait que cela est destructible. Donc quand on dit Jigpeche Tien Yin, après on dit Yin, et Yin c'est quoi? Vous savez en gros, mais disons, oui, Marie-Pierre, tu as ouvert le micro.
C'est un verbe d'état, c'est être dans le sens état. Ouais, un verbe d'état. Est-ce que tu peux me parler un peu du verbe d'état? Non. Non, en fait, non, je ne te parlerai pas du verbe d'état. D'accord, tu as raison, il faut se rebeller, il n'y a pas de raison. Yin, verbe d'état dans le sens où vous êtes d'accord, quoi, j'espère, mais en tibétain, on a, tiens, je vais me mettre là, en tibétain, on a, en gros, on a toujours deux situations. On pourrait dire qu'on a la situation de... Bah voilà, bah, de toute façon, je vais l'écrire en tibétain, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je vais juste me mettre, voilà. On a yin, hop. Alors, bon, c'est pas très beau comme j'écris, parce que à la main levée, là, c'est pas si simple. Moi, je vais essayer, voilà, hop. On a yin, et puis on a re, yin, re, d'accord? Yin, re. Et yin, re, c'est vraiment pour dire que... quoi, voilà, quoi. Ça, c'est pour dire que les choses sont... elles sont vues, elles sont considérées, elles sont conscientisées comme étant quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parle de la question induite, imaginez que vous avez une question induite, un impensé. L'impensé, c'est que vous vous êtes demandé ce que c'est. Je précise. Si vous dites un œuf, ou un arbre, ou une poule par exemple, pour dire une poule, ça a l'air de rien, hein, mais l'effort conceptuel pour arriver à dire une poule, il est énorme. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez dû vous demander un jour ce que c'était, vous avez dû apprendre le mot, vous avez dû donc accéder à une catégorie, quoi comme moi d'ailleurs, et puis grâce à la catégorie, ensuite vous avez pu déterminer par habitude culturelle et fonctionnement de l'esprit, tel le décrit l'Abhidharma d'ailleurs, vous avez appris à pouvoir appliquer ce concept poule ou arbre ou œuf ou pomme ou ce que vous voulez à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une poule. Ok? Donc ça veut dire que vous avez une question induite. La question induite, c'est que vous vous êtes demandé à un moment donné, c'est quoi ça? Ok? Et pourquoi? Là peut-être vous êtes en train de vous dire, ouais mais bon, c'est une évidence. Ouais, ben vous allez voir que c'est pas si évident. Parce que la deuxième partie de l'explication, c'est d'évoquer la suite. C'est d'évoquer donc, attendez voir, ye, non, ça c'est trop petit. Donc ye, du, ok. Et puis, il faudrait que j'ai de la place pour écrire la suite. Bon, je vais essayer de l'écrire comme ça. Et puis, yo. Yore. Ça, c'est juste pour... comme ça, hein, c'est pas... Évidemment, c'est pas de la belle calligraphie, mais bref. Yudu yore, ça, c'est l'autre auxiliaire de base de la langue tibétaine. Pourquoi? Parce que soit vous vous êtes posé la question qui consiste à vous demander quelle est cette chose-là en face de moi, et vous avez besoin de savoir si c'est une pomme ou un alligator. Donc voilà, vous vous êtes demandé, mais vous ne le savez pas avant. Donc au moment où vous l'utilisez, c'est pour dire « Ah, c'est ça ». Ok? Et puis ça, c'est exactement autre chose. La question induite de ça, c'est « Ça se trouve où ?» Là, vous ne vous posez pas la question de ce que c'est, vous vous demandez où c'est. Et c'est pour ça que ye, du, yore, c'est un auxiliaire de localisation, et yin, re, c'est un auxiliaire d'identification ou d'état. Mais je fais exprès de vous parler de la question induite. Ça, moi, j'ai jamais vu ça dans un manuel de grammaire parce que voilà, c'est une évidence pour les grammairiens. Mais si on y réfléchit, et moi j'ai besoin d'y réfléchir pour pouvoir l'expliquer, eh bien, en fait, je passe par la question induite. Ok? Et c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en tibétain, vous ne pouvez jamais confondre. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais en tibétain, vous ne pouvez pas confondre entre les deux. Alors qu'en français, vous pouvez confondre. Vous pouvez dire « c'est Marie-Pierre ». Voilà, donc là, on pourrait dire « voilà ».
Et puis on peut dire aussi que Marie-Pierre est ici. Donc vous utilisez le même verbe. D'accord? Ce qui, du point de vue cognitif, est une aberration certaine. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, on va s'en remettre, les francophones. Mais disons, il faut juste se rendre compte que du point de vue de la langue, et du point de vue de ce que l'on veut exprimer du mode de perception, on est vraiment un peu dans les choux quand même. C'est-à-dire qu'une fois j'utilise un verbe pour dire ce que c'est, et une fois j'utilise exactement le même verbe pour dire où c'est. Donc ça, c'est très très bizarre. On est dans de la bizarrerie vraiment bizarre, quoi. Parce que du point de vue psychique, je fais absolument pas la même chose, vu que j'ai pas la même question induite. Là, je me demande ce que c'est, là, je me demande où c'est. Donc je fais pas du tout la même chose, du point de vue de mon effort intellectuel. Ok? Alors maintenant, une fois que je vous ai dit ça, ok? Une fois que je vous ai dit ça, on peut revenir ici, et puis là, fort de ça, alors oui, on peut dire que c'est un verbe d'état, c'est tout à fait vrai. Ok. Mais ça veut dire que c'est donc la caractéristique des phénomènes. Et donc, ça veut dire que je me suis posé la question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai pas envie de simplement dire c'est le verbe être, parce que ce serait faux du point de vue tibétain. Surtout pour un francophone. Parce que je suis ici, c'est aussi le verbe être. Et pourtant, à ce moment-là, je ne me pose pas la question de qui je suis. Je dis que je suis et que je suis ici. Excuse-moi, pourquoi on utilise yin et pas ré à ce moment-là? Parce que le yin, ça fait référence à moi. Et le ré, tu lis les lumières générales, peut-être? J'adore ce genre de questions. C'est très très bien, Stéphane, de la poser la question. Parce que ça nous permet d'aller encore plus loin dans la perception de la réalité tibétaine. C'est génial. Donc, pourquoi yin? C'est très juste. Donc, vous avez entendu quelque part, parce qu'il y a un type avec des lunettes jaunes qui vous a dit un jour qu'il n'y avait pas de conjugaison en tibétain. Donc, peut-être que vous avez capté qu'il n'y avait pas de conjugaison en tibétain. Mais à réussir à comprendre ce que veut dire qu'il n'y ait pas de conjugaison en tibétain, ça, c'est pas si évident. Pourquoi? Parce que nous, on est tellement habitués à dire je suis, tu es, il est, nous, voilà, etc. Donc, en fait, il faut simplement se souvenir qu'une conjugaison, pour nous, francophones, c'est un accord entre le genre et le nombre. Ok? Toujours. C'est-à-dire qu'une forme verbale se transforme, je suis est différent que tu es. Donc ça veut dire que la forme verbale, elle est en rapport avec le genre. Bon, pas toujours, hein, mais vienne et vient, c'est en rapport avec le genre. En rapport avec le genre et avec le nombre. Donc ça veut dire que tu es, c'est pas vous êtes. Donc ça veut dire que la forme, elle est différente suivant que je suis tout seul ou suivant qu'on est plusieurs. Ça, c'est une conjugaison, comprise pour un francophone. En tibétain, c'est ce qui nous autorise à dire qu'il n'y a pas de conjugaison, au sens, disons, stricto sensu, il n'y a pas de conjugaison. Il y a par contre, évidemment, des verbes, mais les verbes, on va les employer avec une totale autre, on pourrait dire un autre background derrière. Et la notion qu'on va mettre dans les verbes, ici ce sont des auxiliaires, donc, hein, on est bien d'accord, on va placer la notion de certitude. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans une langue égophorique, c'est-à-dire dans une langue qui exprime comment le je perçoit la réalité. Donc on est dans l'abhidharma, okay? On est dans une langue bouddhiste. Et une langue bouddhiste, elle se demande tout le temps comment je perçois la réalité. Est-ce que je perçois la réalité typique, ça c'est déjà comment je perçois la réalité. C'est-à-dire, est-ce que je perçois la réalité en me demandant ce que c'est ou en me demandant où c'est? Donc ça déjà, ça veut dire que je suis conscient de mes rapports inconscients. C'est pour ça que je parle de questions impensées. Ok? Mais ça, c'est typique d'une attitude bouddhiste. C'est-à-dire, je rends visible les processus invisibles. Donc, je rends visible par vigilance ce que je suis en train d'essayer de faire. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Et donc, une fois qu'on a déterminé ce qu'on est en train d'essayer de faire, après vient une deuxième question.
Quand je dis que c'est, je le dis avec une totale certitude ou avec une connaissance générale et donc un peu moins certaine. Parce qu'évidemment, je continue à checker et à me demander, je le dis comment, avec quelle intention, l'intentionnalité. Ok? Et donc, si je veux le dire avec une totale certitude, je vais utiliser yin. Si je veux le dire avec une notion générale, je vais utiliser re. Et c'est ça la différence. Et c'est pas une histoire de conjugaison. Pas du tout. C'est pour ça que si c'était une histoire de conjugaison, vous diriez que yin ne s'emploie qu'à la première personne du singulier pluriel. Et ça, vous feriez un amalgame fâcheux. Vous passeriez d'une logique de conjugaison à une langue qui n'a pas la même logique, mais qui est plus logique, pour le coup. Thibaut, ouais. Jean-Marc, est-ce que cette façon de voir yin-re, du coup, c'est la façon littéraire? Ah, ça nous arrangerait, hein. Parler, pour moi, il y avait Dag d'un côté, Shen de l'autre. Il y a soit d'un côté, les autres de l'autre. Non, malheureusement. Non, malheureusement. Malheureusement pour nous, ça fonctionne pareil dans la langue littéraire et dans la langue parlée. Pareil. C'est pour ça que, par exemple, nga josong, une phrase très habituelle du réfectoire de Montchardon, hein, par exemple, nga josong est une aberration grammaticale, pure. C'est impossible de dire une telle phrase. Bon, cela dit, les Tibétains la comprennent parce qu'il y a une certaine souplesse dans la construction des phrases, vu que finalement, on construit des phrases en fonction de la perception. Donc, on peut toujours finalement se donner raison, si on veut. Bon, bref. Mais disons, grammaticalement, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas parler, par exemple, vous ne pouvez pas parler avec certitude. Je vais vous donner un exemple. Si vous vous demandez qui vous êtes, hein, ça peut vous arriver, sans parler de cas un peu catastrophiques où vous vous demandez si vous existez vraiment. Bon, bref. Mais vous pouvez imaginer que vous vous demandez je sais pas, est-ce que vous avez tel rôle ou pas, n'importe quoi. Bon, bref, il peut y avoir des situations où on peut, admettons, on joue, on fait 2 équipes, et puis on se dit, ouais, mais moi, je suis dans quoi ? Je suis dans les rouges ou dans les bleus, hein, d'accord ? Donc, ça veut dire que je me pose une question, et puis j'ai un rapport à l'autre où je pose la question. Eh bien, dans ce cas-là, si je me pose une question sur moi-même, vous êtes obligé d'utiliser re. Vous ne pouvez pas utiliser yin. Parce que si vous vous posez une question pour vous-même, vous ne pouvez pas vous poser une question et utiliser un auxiliaire qui exprime 100% de certitude. C'est impossible. Donc, dans la langue parlée, on observe les catégories que je suis en train de vous raconter de la même manière. Si vous voulez dire que vous êtes tombé malade, vous êtes obligé d'utiliser un auxiliaire qui exprime le caractère involontaire de la situation. Et si vous devez exprimer le caractère involontaire, etc., tous les auxiliaires vont exprimer le caractère involontaire, votre qualité de témoin. Est-ce que vous êtes un témoin de première main, de seconde main? Est-ce que vous rapportez un fait généralement admis, etc. Toutes ces façons de situer le locuteur, donc vous, dans la situation, donc avec ce que vous exprimez, est pertinente en tibétain. Et en tibétain parlé comme en tibétain classique. Donc ici, pour revenir à notre exemple, quand on utilise yin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est certain à 100%. Il n'y a pas de doute. Donc ça, vous ne pouvez pas le rendre en français. C'est pas possible, parce qu'en français, vous allez utiliser le verbe être. Vous allez dire, je ne sais pas, vous direz ce que vous voudrez, mais vous direz du genre, les phénomènes sont destructibles. Mais en tibétain, vous dites plus. Vous dites, c'est absolument certain que les phénomènes sont destructibles. C'est pas possible d'avoir un doute. Donc vous dites yin. C'est pour ça que quand vous dites nga yin, on part du principe que pour dire je suis, quand vous le dites nga yin, vous savez ce que vous dites à 100%. Parce que c'est vrai que si tout à coup vous ne savez pas, ben disons c'est un peu inquiétant. Donc dans ce cas-là, vous dites nga repe. Est-ce que c'est moi ?
Mais vous pouvez pas dire nga yin pe. C'est impossible. Je peux poser une question sur... Oh, mais toutes les questions que vous voulez. Si par exemple je dis l'Himalaya est très haut. Ouais, très bien. Je vais utiliser ré. Oui, a priori, oui. Et si je dis l'Himalaya est au Tibet, je vais dire yoré. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Tu vas dire yore si tu veux le dire d'une manière générale. Mais si tu regardes une carte de géographie, puis qu'on est les deux en train de regarder la carte, et puis que tu me pointes du doigt le Tibet ou l'Himalaya sur la carte en me disant il est au Tibet, tu me diras d'où. Pourquoi? Parce que d'où, ça veut dire que tu es témoin oculaire de ce que tu avances. Yore, tu n'es pas témoin oculaire. Tu rapportes une situation générale. Pardon? S'il y a une certitude, une connaissance. Alors attention, parce que la notion de certitude... Non, mais là vous avez mis le pied dans un... Ça, c'est une boîte de Pandore. Hein. C'est une boîte de Pandore. Parce que la notion de certitude, ça ne veut pas dire que Yore, c'est moins certain. L'exemple classique donné par Melvin Goldstein est le suivant. Si vous dites « il y a des yaks au Tibet », c'est un fait absolument certain. Vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas remettre ça en doute. De la même manière que vous direz « il y a du chocolat en Suisse ». Donc n'allez surtout pas mettre cela en doute, s'il vous plaît. Ça serait faux. Et j'arrête la session tout de suite. Je ne pourrais pas supporter... Voilà, bon bref. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des certitudes générales, généralement admises. Mais c'est des certitudes. Mais ça ne veut pas dire que, quand tu dis il y a des yaks au Tibet, ça ne veut pas dire que tu les as vus. Ça veut dire que tu dis qu'il y en a. Ok? Donc c'est pour ça que le locuteur... Non, mais quand je vous dis que le tibétain est une langue égophorique, en général, on a compris, puis en fait, on n'a pas vraiment compris. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une langue égophorique. C'est-à-dire qu'en fait, si tu dis qu'il y a des yaks au Tibet, mais que toi, tu es au Tibet, et que tu vois des yaks, ben, tu peux dire yak monpo, d'où, parce qu'il y en a beaucoup. Tu peux pas dire yak monpo yore. C'est-à-dire, tu peux le dire, mais dans ce cas-là, tu dis pas que tu es en train de voir qu'il y a beaucoup de yaks, tu dis qu'il y a beaucoup de yaks au Tibet. Même si tu en as plein devant toi, à la rigueur, tu peux dire yak monpo, d'où, yak monpo yore. Mais ça veut dire que je vois les yaks et je suis en train de penser qu'il y a beaucoup de yaks au Tibet. Donc je dis à mon interlocuteur, je dis pas, je suis en train de voir qu'il y en a beaucoup, je suis en train de dire qu'il y en a beaucoup au Tibet. Parce que je vois, yak mamboudou, oh, pe mambouyore. Ce sera typique du genre d'échange. Hein? Oh, yak mamboudou, yak pe mamboudou, tada, dina pandu, tene yak kande yore. Kande du. Chetsang tene peu là, yak mambouyore. C'est mambouyore. Vous voyez l'idée? Donc ça c'est très tibétain comme manière de parler. C'est-à-dire on va jouer. D'ailleurs, bien parler tibétain, c'est pas difficile. Quoi? Pas difficile. Disons, pour le vocabulaire, c'est pas trop difficile. Pour les particules, ça va encore. Mais pour les auxiliaires, ça c'est une autre paire de manches. Parce que les auxiliaires, vous devez vraiment être conscient de votre place comme interlocuteur. Si vous voulez donner la bonne information, vous ne pouvez pas faire autrement. Pour Yeux, j'avais mémorisé la notion de certitude, justement, pour Yeux. Absolument. J'en ai pas parlé, et tu as raison de le dire. Yeux, c'est à peu près comme yin. C'est-à-dire, c'est la certitude du locuteur. C'est-à-dire que c'est par exemple, vous demandez s'il y a de l'eau dans la cuisine, sous-entendu. Si je vous dis « ah, chouye », alors, chouye, ben, il y en a vraiment parce que c'est moi qu'on ai mis dans le pot qui est sur la table de la cuisine. Donc, je peux vous le dire, chouye. C'est pour ça que une fois, je me rappelle, mais vraiment, ça m'a frappé, quoi. J'étais en train de traduire pour la Matanzan et c'était les instructions de Chenrezig. Et puis, tout à coup, il dit dans l'instruction, il dit « ta » kirangi dun la Chenrezig ye samgore. D'accord? Il me dit devant toi, kirangi dun la
devant toi, kerengi dun là, tienrezi ye samgore. Donc tu dois penser qu'il y a tienrezi qui est là. Et il me dit tienrezi ye. Et moi, je repars chez moi, ou j'en sais rien, je réfléchis, puis je me dis ye, mais pourquoi il me dit ye? Parce qu'à l'époque, je croyais encore, comme tous les francophones, que le tibétain, c'était une langue conjuguée, quoi. Voilà. Donc pour moi, j'avais appris ye, bah, c'est pour la première personne, du singulier ou éventuellement du pluriel. Donc comment se fait-il qu'il me sort ye pour quelque chose qui est tierce? Tienrezi ye, c'est quoi ce truc? Grammaticalement, comment c'est possible? Et ça m'a pris des plombes, parce que moi, j'avais pas un mec à lunettes jaunes qui m'expliquait les choses. Il fallait que je gratte. Donc ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps pour trouver dans le clair miroir, finalement, l'explication comme quoi, eh ben, ye peut tout à fait se dire à la troisième personne. Si cela exprime une certitude. Parce que il y a tienrezi, en français, vous dites il y a tienrezi. Vous ne pouvez pas utiliser autre chose que il y a. Mais en tibétain, tu peux dire tienrezi ye, tienrezi do, tienrezi yore, et vous êtes certain chaque fois. Mais, encore une fois, la certitude ne dit pas quelle expérience vous faites de la certitude. Vous voyez, c'est égophorique jusque-là. J'espère que ça vous passionne, parce que moi, ça me passionne. Je trouve dingue qu'une langue ait réussi à traduire... Quoi, je veux dire, c'est une langue faite pour le dharma. Karmapa l'a dit cet été, et j'ai trouvé génial qu'ils le disent. Enfin, c'est la première fois que je l'entends dire officiellement. Faire du tibétain, c'est faire du dharma. Parce que tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas de la grammaire. Quoi, oui, c'est de la grammaire, c'est-à-dire que les grammairiens y codifient, mais c'est de la phénoménologie, c'est-à-dire du dharma. C'est-à-dire, vous êtes en train d'exprimer comment vous percevez le monde. Pas autre chose. C'est passionnant, non? J'ai envie de vous convaincre. Bon, c'est pas grave, ça me passera. C'est passionnant. Ouais, je trouve, oui. Tu peux continuer. Éclairant. C'est passionnant. Oui, c'est vrai. Éclairant. C'est éclairant, oui. Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais vous dire un autre truc, je ne me rappelle plus quoi d'ailleurs. Ça, j'efface parce qu'il n'y a plus besoin. Tac, tac, tic, 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 J'ai tic. une question du coup Oui. par rapport à ton dernier exemple. Ouais. Quand Lama il dit ye plutôt que yere, donc en gros ça insinue qu'il n'y a plus de certitude. Ah bah oui, c'est sûr. Qui dit Ah, yere, attention. yere, Yore, c'est aussi certain. Mais c'est une certitude générale. C'est pas une certitude expérimentée par moi-même. C'est pour ça que c'est complexe. Et c'est pour ça que l'usage des auxiliaires en tibétain, il n'est pas très compliqué théoriquement, mais il est très, on pourrait dire, il est très subtil parce que tu peux exprimer une foule de choses rien qu'avec le choix de l'auxiliaire. Alors qu'en français, tu es obligé d'utiliser d'autres choses. Je veux dire, quand tu dis il y a tienrezi, quand tu dis la phrase il y a tienrezi en face de toi, tu peux supposer une totale certitude, mais tu peux pas, à ton interlocuteur, tu peux pas lui faire sentir comme tu peux le faire sentir en tibétain, tienrezi ye samgore. Tu peux pas lui dire ça. Tu peux pas lui dire que tu dois vraiment le vivre comme s'il était vraiment là. Parce que quand tu dis tienrezi ye, ça veut dire mais je le vois, il est là, il n'y a pas de doute. C'est pas seulement il y a tienrezi, c'est que moi je le vois. Pour pouvoir dire ye, je l'ai vu. Et alors la différence du coup avec dou, parce que dou c'est aussi si tu vois. Ouais, mais t'es moins impliqué. Ah, t'es moins impliqué, ok. Tu fais un constat. Tu es dans le rôle du constat. Tu n'es pas dans le rôle de l'expérience visuelle propre. Évidemment, tu fais aussi une expérience visuelle, on n'ergote pas là-dessus, mais elle ne t'implique pas de la même manière. Si tu dis, c'est par exemple, en français, on va rendre ça par « Ah tiens, il y a un chat ». Donc le « Ah tiens », c'est pour indiquer le fait de la surprise. Ah bon, il y a un chat, ah ouais, je fais le constat. Donc, chimieux, c'est vraiment, je vois le chat, quoi. Il y a vraiment, c'est une expérience de chat, vraiment sérieuse. Voilà.
D'accord? Donc, mais le temps passe furieusement, donc vous savez quoi? Je crois que vous avez, quoi, voilà, on a dévié pas mal, hein, mais en même temps, c'est vachement important de comprendre ça. Donc, je pense que c'est une déviation, ou une déviance, pas une déviance, c'est une déviation intéressante. Mais j'aimerais quand même vous introduire, parce que voilà, cette strophe, donc vous savez maintenant que, hein, si on reprend la strophe, Sisum Dewa, hein, Sisum Dewa Tsase Silpashin, donc méfiez-vous, parce que Yutsam Shigi Jikpe Chuchenin. D'accord? Voilà. Donc, Namyang Mingyur, quelque chose qui change jamais, Tarpe Kopangcho, c'est la sublime libération. Ok? Tuntu Nierwa, pour réaliser ça, pour accéder, pour se rapprocher de ce sens, hein, ou se rapprocher de ce sens, ou disons avoir un intérêt en ça, tenir en tibétain, c'est vraiment l'intérêt, hein, c'est vraiment le fait de vouloir prendre, hein, tenir, tuntu nierwa, gyalse lalain. Ça, c'est une pratique des bodhisattvas, que de chercher cette libération qui ne bouge pas, ultime, par rapport à ces bonheurs éphémères du cycle des existences. C'est ça l'idée, d'accord? Mais maintenant, il ne reste pas trop de minutes que ça, mais j'aimerais vous introduire ce fameux commentaire pour que ensuite vous puissiez l'utiliser chez vous si vous le souhaitez. Sur la 11e pratique, l'esprit d'éveil relatif. On verra après, hein, bien sûr. Jean-Marc, Oui. en fait, on n'a pas encore fait la 10e pratique. En plus, on n'a pas fait la 10e. C'est une catastrophe. Ouais. Je vous fais trop de C'est pas une super. catastrophe, mais... Si, mais non, voilà. mais t'as raison, Non, mais c'est juste. En plus, on n'a pas fait la 10e. Mais qu'est-ce que... Ouais, non, mais je suis d'accord. Alors, vous savez quoi? On va pas faire la 11e pour l'instant. Peut-être même que la prochaine fois, je vous fais pas de support, comme ça on rattrape un peu le temps. Je sais pas, on peut voir, parce que je vous donne peut-être trop de matière, ça c'est mon problème souvent. Mais je voulais juste vous montrer le commentaire. Et puis à la rigueur, je vous glisserai le commentaire de la même manière pour les autres strophes précédentes. Ça serait un peu le projet, mais bon, je sais pas quand je vais le faire, quoi. Bon, bref, mais ce serait sympa. Juste pour vous présenter rapidement. Et vous dire que si par exemple vous avez une phrase ici, je vous montre la phrase ici. Juste la première. La première, c'est Dungel Malu Dade de Lechung. Hein? Dungel Malu Dade de Lechung, ça veut dire que toutes les souffrances viennent Dade, ça veut dire du bonheur pour soi. Viennent, hein, Lechung, ça veut dire quelque chose qui produit, qui vient de. Hein? Toutes les souffrances viennent du fait de juste penser à mon propre bonheur. En gros, c'est ça le sens de la phrase. Ok? Dungel Malu Dade de Lechung. Et bien maintenant, si vous regardez le commentaire, et ça c'est intéressant, vous avez donc l'auteur, Chuki Chakpa, qui vous explique le sens. Donc il vous dit le sens, tenni, hein, ten ça veut dire le sens, et puis il commence à dire le sens. Alors il dit, Korwe nedir, dungel chechung, chini chi kyupa te, malupa tamche ni, da de war depe, et là, en fait, il vous fait une phrase. Alors, bien sûr, comme ça, dite, ça ne veut rien dire pour nous. Mais si on y réfléchit, en fait, il est en train de nous dire une phrase. Il nous dit, Koroe Nedir, dans les lieux du cycle des existences, Dungel, la souffrance, Chechung, grande ou petite, donc toutes les sortes de souffrances, Chigné, qu'on peut rencontrer, hein, d'ailleurs, Chigné, je me demande si c'est pas Chigné. Chigné Yuepa Te, c'est-à-dire tout cela qui va se trouver dans le cycle des existences en termes de grandes ou de petites souffrances, ce qui est le propre du cycle des existences, hein, Yuepa Te, Malupa Tamche, donc sont toutes sans aucune exception, et là on voit vraiment qu'il remplit les trous laissés par la strophe, en fait. Donc, il nous parle des souffrances, mais il les remet dans le contexte. C'est les souffrances du cycle des existences. Quelles que soient ces souffrances du cycle des existences que l'on rencontre, grandes ou petites, malupa tamche, c'est-à-dire toutes sans aucune exception, ni, c'est la particule d'emphase pour dire, toutes ces souffrances sans exception, concernant celles-ci, quoi?
dade, dewar, ça veut dire le bonheur pour moi, et là on a dewa, hein, on a dewa, on n'a pas juste dade, on a dewa, le bonheur, et on a la particule oblique pour dire ce qui se rapporte au bonheur pour soi, hein, de perang, tchedzin, ça veut dire se chérir soi-même, hein, de perang, ça veut dire le désir pour soi, tchedzin, c'est le fait de se chérir, les chungching. Donc ça veut dire que toutes ces souffrances, sans aucune exception, hein, viennent en fait du fait de se chérir soi-même et de ne vouloir le bonheur que pour soi. Donc en fait, il reprend exactement le sens de la phrase, là il n'y a pas de doute, simplement il met tous les mots entre qui vont nous permettre de comprendre son sens. Voilà. Donc ça c'est un commentaire, c'est ce qu'on appelle un tzigdel. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Je commence à penser que vous avez le niveau pour comprendre ça. Alors petit à petit, hein, mais je pense que c'est un commentaire très, très clair, très limpide, vachement explicite et super intéressant. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que on va manger de ce pain-là un peu, petit à petit. Ok ? Voilà. Et puis, tu as raison, bien sûr, Sabina, on n'oublie pas qu'il faut aussi qu'on fasse la leçon, c'était quoi? Non, c'était pas celle-là. Je crois que La leçon 13. c'est la leçon 13, malheur, la leçon 13. Donc, le grand chemin des individus excellents. Donc, voilà. La prochaine fois, on dépiote. À la rigueur, comme je vous dis, je fais pas de support. Et puis, on trifouille dans tout ce qu'on a déjà. Il y a pas mal quand même. Ok? Et c'est mardi ou jeudi? Bonne question. Attends voir. Je crois que c'est mardi encore. Oui, je crois que c'était ça sur le site. Ouais, je pense que ça doit être ça. Parce que là, je vais à Montchardon jeudi, donc du coup, on est aujourd'hui mardi. Et je crois que non, je crois que c'est encore mardi là. Ouais, c'est mardi. Ouais, mardi. Voilà les amis. Ouais. Yes, Natalia. J'ai regardé le replay de la dernière leçon et tu disais que tu devais nous envoyer l'enregistrement. Ouf là, l'horreur, mais c'est terrifiant. Ouais, je vais vous l'envoyer tout de suite. Je vous envoie ça tout de suite par WhatsApp. Je suis désolé. Aïe. On peut nous mettre un blanc entre les différentes pratiques. Alors c'est ce que je voulais faire, mais tu vois comme quoi. Ça va être dur, hein, Alors c'est possible, mais ça me demande pas mal de temps. Mais tu vois, de me fixer un objectif trop grand, du coup, je l'ai pas fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vous envoie le fichier tel quel, ok? Et puis, vous vous débrouillez avec, déjà, premièrement. Et puis ensuite, vous faites des souhaits pour moi, pour que je trouve le temps et l'énergie. Et puis, après, je vous ferai des petits bouts, strophe par strophe. Le meilleur est pour ceux qui savent attendre. Oh, c'est très bien ça. Et puis par contre, pour moi, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Il n'y a pas un truc comme ça? Je crois que c'est un peu ça. Hein. Donc voilà, ça serait bien de vous les envoyer et j'ai voulu faire mieux et donc c'est devenu l'ennemi du bien. Donc... Si on reste dans le bien, tu pourrais nous faire une lecture de la 10e, le malin. Alors, la 10e, très bien. Donc, je vous fais une lecture de la 10e. Après, vous aurez la lecture officielle d'Acharya Kunsho Tenzin. Donc, ça, c'est très bien. Alors, la lecture non officielle de Falcon Bello, c'est comme ça. Tome tune dala tsewachen manam duna rangde chishcha techir taye semchen delweechir chongchup semke gyalse laglenyin. Et là, à la fin, chishikcha, c'est vraiment une question. À quoi ça servirait? Non, mais franchement, à quoi ça servirait que que j'obtienne le bonheur que pour moi? Voilà, le sens de ça. Ok, on termine avec une dédicace. Sonam deye tamche zingpane tomne nyepe janam pamjene. Kegana chimbala chumpa yisipe tsole rowa jolwarai sho.
Merci beaucoup, comme toujours, d'être là pour cette leçon. Merci. Merci. Belle semaine, bon boulot. Et puis voilà, j'arrête l'enregistrement ici.